Salut à tous et à toutes et bienvenue à Martinsville en Virginie aux États-Unis évidemment pour suivre ensemble la 21e manche de la saison 2006 de NASCAR Busch. 12 ans que la Busch n'était pas venue sur cet ovale si particulier. Une course que j'aurai le plaisir de vous commenter ce soir en compagnie de notre LFB national. Salut Laurent-Frédéric Bollet. Salut Manu, effectivement, de retour un petit peu aux affaires après 15 petits jours de vacances pour tout vous dire. On a un petit peu relâché une certaine pression. C'est vrai que cette année sur Motors TV on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Je pensais notamment aux 24 heures du Mans. Croyez-moi, il a fallu un petit peu de temps pour s'en remettre, mais en tout cas c'était sympa de faire un petit break et c'est encore plus sympa de revenir ici pour la NASCAR Busch. Attention, il va y avoir les mots fameux qui vont être prononcés par des enfants notamment. Ça arrive. À l'ouvrage, nos petits invités de Martinsville. Alors c'est vrai que c'est un rendez-vous très particulier, on vous l'a dit, ça fait 12 ans que la Busch n'est pas venue sur cet ovale de Martinsville. Ovale si particulier s'il en est, puisque 0 degré de banking en ligne droite, 12 degrés seulement en virage, et puis cette forme si particulière LFB, on pourrait quasiment dire un hippodrome, un petit peu dans la forme, 2 grandes lignes droites et surtout 2 virages extrêmement serrés. Les voitures ne vont pas vite du tout ici, c'est ça la grande information de ce circuit de Martinsville. Et à noter que la pole position a été réalisée par Clint Bowyer qui signe ainsi sa première pole de l'année, la 4e de sa carrière, puisqu'on s'en souvient, il en avait signé 3 l'an passé. Alors Clint Bowyer qui va avoir l'honneur de partir vraiment de la pole position. Je dis vraiment parce que c'était pas évident que tout le monde soit là pour ceux qui vont faire les 2 courses, Nextel et Busch, dans la mesure où ça n'est pas sur le même circuit ce week-end. On est à Pocono en Nextel, on est à Martinsville en Busch. Un petit peu plus de 500 km d'écart entre les deux. Les 2 États de Virginie, de Pennsylvanie ne sont pas si éloignés que cela. Je me demande même s'ils n'ont pas une frontière commune. En tout cas, ils sont juste l'un au-dessus de l'autre. Mais il faut quand même prendre un avion pour passer de l'un à l'autre. Et ce que n'ont pas pu faire tout le monde. N'a pas pu faire tout le monde. Vous faites bien d'en parler, justement, puisque effectivement, Denny Hamlin, qui a vu sa voiture qualifiée par Aric Almirola à la 3e place, mais également Kyle Busch, dont la voiture a été qualifiée par Denis Setzer, et Reed Sorenson, dont la voiture a été qualifiée par Kevin Hamlin, partiront donc, vous le comprenez, puisqu'ils n'ont pas pu venir pour qualifier leur voiture, eh bien ils partiront du fond de grille. C'est dommage, parce que virtuellement Hamlin partait 3e, Kyle Busch partait lui virtuellement 8e et Reed Sorenson partait virtuellement 9e. Il va déjà falloir pour tous ces pilotes remonter aux avant-postes et ça ne va pas être forcément le plus facile. Quelques images de la Nextel d'ailleurs pour vous dire comment ça se passe à Martinsville souvent. Eh bien un petit bump, un peu appuyé et voilà la route qui se dégage. En tout cas c'est évident Manu, il faut prévenir nos fidèles. Martinsville, on associe souvent Martinsville et Bristol, deux stades automobiles. Alors Bristol c'est complètement le stade de foot avec la piste au milieu d'automobile. Martinsville c'est un petit peu plus à l'ancienne, mais le fait est que c'est pratiquement pareil dans la mesure où les tribunes entourent pratiquement la totalité du tracé. C'est une toute petite piste, c'est la plus courte du calendrier, 0,526 miles. Ouais, il y a 11,20 mètres de moins qu'à Bristol. Voilà, donc c'est très lent, c'est très court et on est obligé d'aller au contact, il faut le savoir, il faut se préparer. Voici la grille de départ avec Jay Sauter, la bonne surprise en première ligne. Derrière, Denny Hamlin, non, il ne sera pas en 2e ligne, même si sa position aurait dû l'être. Et puis derrière, regardez, il y a quand même du beau monde, Greg Biffle, Gigi Ellie, Jason Leffler, Steve Wallace. Tiens, ça nous fait plaisir de retrouver le fils de Rusty, mais on va avoir d'ici quelques instants une véritable superstar en guest pour cette course Manu, c'est assez incroyable. On va attendre de la découvrir sur la grille de départ, on va vous laisser la surprise. Il va pas tarder à arriver, cette star incontestable, elle ne va pas tarder à arriver. Juste une petite précision, ils sont 8 à faire le double duty aujourd'hui, puisque vous le savez, on l'a dit, donc la Nextel est à Pocono, moins de pilotes de Nextel sur cette course de Busch. Alors comme d'habitude, Clint Bowyer, Kyle Busch, Gigi Ellie, Denny Hamlin, Kevin Harvick, Reed Sorenson, Carl Edwards et Greg Biffle. Alors suspense, de qui s'agit-il? À noter la présence de Carlos Contreras qui est là, on a vu également Boris Said, et donc le voici en 21e ligne.
l'attendu, l'inattendu participant, Darrell Waltrip, renoue avec la NASCAR Busch. Alors Darrell Waltrip, ce nom ne vous est pas inconnu, on l'espère, hein. Triple champion Winston Cup, 84 victoires dans sa carrière, seul Richard Petty et David Pearson ont fait mieux que lui avec respectivement 200 victoires et 105. Darrell Waltrip reconverti avec succès en tant que consultant NASCAR sur Fox. Vous savez qu'il y a plusieurs entreprises qui se partagent la retransmission de la NASCAR. Darrell Waltrip, lui, il est avec Fox ou FX. Et évidemment, c'est une superstar. Ça, faut quand même bien en être conscient. Parce que déjà, quand on est triple champion, on l'est. Mais en plus, quand on se reconvertit avec autant de succès que lui en tant que consultant, on devient encore plus populaire en quelque sorte. Et Darrell Waltrip, pour l'avoir vu à Daytona, c'est 12 autographes à la seconde. C'est autant qu'un pilote en activité. Ouais, c'est Dale Earnhardt Jr. À la retraite. Oui, non, c'est clair, c'est une superstar. Et alors là, il a donc décidé de revenir en course en Busch. Et ça nous fait bien plaisir, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on connaît Darrell Waltrip, évidemment. Il est là, avec le numéro 99. Avec son numéro 99, qui est habituellement la voiture de Michael Waltrip. D'ailleurs, c'est son toujours, petit frère, bien sûr, le petit frère qui est propriétaire, ça va sans dire. Alors Darrell Waltrip, on le connaît évidemment pour la Nextel, bien sûr ses 3 titres, mais on va faire des petites précisions au niveau de son nombre de départs en NASCAR Busch. C'est son 95e départ dans sa carrière ce soir. Il a 13 victoires à son actif, 40 top 5, 53 top 10. C'est son premier départ NASCAR Busch ici à Martinsville, mais évidemment il a 11 victoires ici en Nextel. C'est quasiment le record. Ça n'est pas le record puisque le record est détenu par The King, Richard Petty, avec 15 victoires sur cette piste, mais donc lui il en a 11, et par contre il détient le record du nombre de pole position ici à Martinsville en Nextel avec 8 pôles. Son dernier départ en NASCAR Busch, il date de mars 95. Pour lui aussi ça va faire 11 ans qu'il n'était pas monté dans une NASCAR Busch. Ça fait même plus de 11 ans puisque nous avons passé mars, et c'était à Nashville. Il avait signé la pole et il avait terminé 8e. Voilà, donc quand on a su que Martinsville revenait au calendrier en NASCAR Busch, Darrell Waltrip tout de suite a dit: c'est un de mes circuits fétiches, pour ne pas dire mon circuit fétiche, je ne raterai pas cette occasion et je demanderai à Michael de venir faire la course. C'est vrai que c'est bien sympa d'avoir cette guest star, si ce n'est cette superstar aujourd'hui au départ, Darrell Waltrip. On est assez curieux de voir ce que ça va donner. Alors pour finir sur le côté, la partie on va dire historique de ce circuit de Martinsville, à savoir que David Green a annoncé d'ores et déjà que c'était la plus historique des pistes de NASCAR et que bien évidemment il était ravi de venir. Quant à Kyle Busch, lui il a tout simplement baptisé Martinsville comme les racines de la NASCAR. Il faut dire que cet ovale du Martinsville Speedway a accueilli la première course NASCAR qui n'était peut-être même pas encore baptisée NASCAR, puisque c'était le 4 juillet 1948. Le circuit a ouvert en 1947. Il y avait alors 750 places assises. Je peux vous dire que depuis on a multiplié quasiment par 1000 le nombre de places assises ici, en tout cas bien par 100, parce qu'il y a beaucoup plus de 75 000 places ici. Et c'est donc parti pour cette 21e manche, et ce petit moment d'émotion finalement que de voir la NASCAR Busch revenir à Martinsville. Ça bouge en NASCAR Busch, parce qu'on peut déjà vous l'annoncer, c'est pas encore officiel, mais à Daytona on a eu l'info. L'année prochaine on ira à Montréal. Moi je l'avais déjà. Oui, vous l'aviez déjà. On l'avait pas déjà, officiel, mais enfin oui. On l'a dit, nous on le sait, c'est officiel pour nous. Voilà. Allez, fin du premier tour. Vous voyez que ça va quand même assez vite, même si c'est un circuit qu'on peut considérer comme lent par rapport à d'autres. A noter que la qualification, le record en qualification détenu par Jimmy Hensley. Oh là, attendez, depuis excusez-moi Manu, 87. mais ça commence par du grabuge et ça commence par une première neutralisation. Pour Mike Wallace, Steve Wallace, le petit-fils. Alors à noter que Kenny Wallace est le dernier vainqueur en date ici. Il s'était imposé lors de la course d'automne 1994. Et à l'époque, Steve Wallace avait 8 ans. Il y a 3 Wallace au départ. Il y a Steve, Mike et Kenny. Alors, pour être bien précis, Steve est le fils de Rusty, qui est le frère de Mike et Kenny. Donc en fait, c'est le neveu et les 2 oncles qui sont au départ de cette course. Et on réussit à l'éviter, mais il a fallu faire attention. Ouais, et ça laisse peut-être présager pas mal de drapeaux jaunes. Le plus grand nombre de drapeaux jaunes sur cette piste, c'était 18. Et c'était le 28 octobre 1984. Alors espérons que l'on ne batte pas ces 18 drapeaux jaunes ce soir, parce que ça nous ferait une course quand même particulièrement hachée. Oui, c'est un peu à craindre quand même, qu'il en est pas mal. Faut quand même s'y préparer. Et le fait est que ça vient de commencer très fort. Parce que ce qu'on risque d'avoir, c'est pas des big one, c'est ça, c'est ce genre de
de petits contacts qui débouchent sur un petit tête à queue, si j'ose dire, et bon, ça neutralise quand même la course. Parce que l'ovale n'est pas large du tout. Voilà, donc dès qu'une voiture est en travers, quasiment toute la trajectoire et toute la largeur de l'ovale est bloquée, et donc évidemment les pilotes ne peuvent plus courir. Tiens, un petit point sur le classement du championnat, bien sûr. Alors, je vous ai laissé tout seul ou presque lors des 2 dernières courses. Et vous en avez raté des choses. Oui, mais vous me confirmez que Kevin Harvick, il n'y a pas trop d'inquiétude encore à se faire pour lui. Non, pas du tout, il reste sur 2 top 5. Voilà, avec toujours plus de 300 points d'avance. Même si Edwards a pris un petit peu le large. Ah non, mais l'information que vous avez ratée, c'est vrai, c'est que Kevin Harvick a perdu 50 points au championnat, on vous le rappelle. Il a été pénalisé, oui, suite à la condamnation de son crew chief à Daytona pour non-conformité aérodynamique de la voiture. Il a perdu son crew chief pour 6 courses et il a perdu 50 points. Sanction qu'a également connu Bernie Lamar pour la même raison. Enfin, lui, c'était un composant interdit sur une des voitures à Daytona, sur la voiture du Kevin Harvick Incorporated. Oui, alors vous voulez dire qu'en tant que pilote, il perd 50 points avec son crew chief pénalisé, et en tant que propriétaire, il est aussi pénalisé. Oui, enfin c'est sa femme, mais bon. Oui, ça fait un petit peu beaucoup quand même. J'irai pas jusqu'à dire qu'on a tenté un coup du côté de chez les Harvick, pilote et constructeur, à savoir peut-être essayer de blouser un peu les officiels de la NASCAR. Alors seulement, pas de chance. Je vous rappelle qu'à Chicago, suite d'ailleurs aux 2 pénalités, le président de la NASCAR, Mike Elton, a rappelé que la règle, c'était tolérance zéro et qu'on l'appliquerait, à savoir les voitures doivent être en conformité avec la règle. Après, vous pouvez essayer d'interpréter tout ce que vous voulez. Nous, on a décidé que c'était pas bon pour la règle, donc à partir de maintenant, c'est sanction immédiate et directe. Il n'y a même pas de discussion, de possibilité d'explication, etc., etc. Les voitures sont en conformité ou alors c'est sanction immédiate. Et je suppose, Manu, pendant mon absence, que vous avez largement commenté l'annonce sensationnelle du transfert de Juan Pablo Montoya de la Formule 1 à la NASCAR. Ah, je dois vous dire qu'avec Kevin Masson, qui avait le plaisir, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre pour la course de Loudon, on a évidemment longuement discouru sur cette annonce et on est envieux comme tout le monde. On attend de voir ce que va donner Juan Pablo Montoya, qui pourrait courir en NASCAR Busch dès cette saison. On a beaucoup parlé de Watkins Glen. Alors, Chip Ganassi de son côté a dit que c'était loin d'être la priorité, alors que non, c'est pas vrai, c'est encore Wallace. Pour Steve Wallace. Ça, c'est vraiment un début de course catastrophique pour le jeune deuxième drapeau jaune. Donc pour finir sur Juan Pablo Montoya, alors qu'on va sans doute revoir ce qui s'est passé pour Steve Wallace. En ce qui concerne donc Juan Pablo Montoya, lui aimerait bien venir courir à Watkins Glen, aimerait bien courir en fait en NASCAR le plus tôt possible, en NASCAR Busch. La précision a été faite cette semaine. Il ne commencera pas par la Nextel, il commencera par la Busch, c'est quasiment certain maintenant. Chip Ganassi, lui, ne voit pas vraiment l'intérêt de l'emmener courir en dehors de raisons commerciales ou promotionnelles, va-t-on dire, à Watkins Glen. Mais bon, il va essayer de le faire courir néanmoins, alors que vous voyez le classement. Mais tout ça, bien évidemment, c'est sous condition qu'on arrive à trouver un arrangement avec McLaren Mercedes, puisque vous souvenez-vous, Ron Dennis n'a découvert, enfin été mis devant le fait accompli sur ce transfert. Alors évidemment on connaît Ron Dennis, ça ne lui a pas plu du tout. Bilan de l'opération, il est parti du principe que Juan Pablo Montoya a un contrat avec McLaren jusqu'à la fin de la saison, et donc jusqu'à la fin de la saison il n'y a pas de possibilité pour Montoya d'aller courir en NASCAR, sauf évidemment à ce que Chip Ganassi rachète le contrat de Montoya. Donc tout ça pour l'instant c'est encore un petit peu on va dire affaire à suivre. Enfin, il y a quelque chose qui plaide quand même beaucoup pour Montoya, même si c'est très très loin de toutes les affaires. C'est que Dodge, avec laquelle il va courir, marque avec laquelle il va courir, appartient au groupe Daimler, auquel appartient Mercedes. Donc on a déjà de ce côté-là peut-être une possibilité d'arrangement au niveau des contrats. Alors on a quand même parlé de ces 4 dernières manches NASCAR Busch de l'année pour qu'ils se familiarisent éventuellement. Elles seront à suivre bien évidemment sur Motors TV en direct. C'est Memphis la 32e, Texas la 33e, Phoenix la 34e et Homestead Miami la 35e. C'est bien, ça serait bien le diable quand même si on n'avait pas Montoya une fois en direct sur Motors TV pour cette grande arrivée qui vraiment a fait couler beaucoup d'encre. Et vous avez vu devant Kevin Harvick, eh bien il y a le numéro 01 de Jay Sauter qui partait un petit peu loose là. Et oui, Harvick du coup va passer 3e, Kevin Harvick toujours aussi fort, aussi solide. Ouais, toujours bien placé. Puis il a un avantage, Kevin Harvick, on le rappelle. Reed Sorenson, Kyle Busch et Denny Hamlin qu'on voit
ici à l'image en tout cas pour Kyle Busch et Reed Sorenson, partent du fond de grille. Ça lui fait déjà des ennemis en moins, des adversaires en moins. Il reste Clint Bowyer et Carl Edwards. On va essayer de les chercher dans le classement, mais de toute façon ils partaient relativement loin, l'un comme l'autre. Clint Bowyer, il partait en pole position. Ah bah oui, suis-je bête. Il est en tête. Non, c'est Carl Edwards qui partait un tout petit peu plus loin puisqu'il partait 13e sur la grille. Et pour l'instant, eh ben, ça se passe normalement, on va dire, pour Carl Edwards à Martinsville. À savoir, on essaye d'éviter les contacts dans un premier temps. La course devrait se décanter, on va dire, aux alentours du 200e tour, à peu près. Oui. C'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment commencer à se placer pour la gagne. Alors évidemment, Steve Wallace est bon dernier après ces 2 incidents qui l'ont frappé. Dommage parce qu'il partait pas mal, mais le voilà bon dernier à 8 tours du leader. Et on a vu que Darrell Waltrip, on est tellement habitué à dire Michael Waltrip, pendant une seconde j'ai eu... Faire attention. Oui, il a fallu que je me force. Alors à si dire jamais Darrell on dit Waltrip. Michael Waltrip, traduisez Darrell Waltrip, comme ça c'est fait. Et 38e, je ne sais pas si on le verra un petit peu plus attentivement plus tard. Là en tout cas on se concentre sur ceux qui sont partis loin, mais qui sont au-delà déjà, ou bien mieux que la 38e place, c'est Kyle Busch et Reed Sorenson, respectivement numéro 5 et numéro 41, qui tracent leur route dans le peloton. Et vous voyez qu'il faut jouer un petit peu des coudes. Le numéro 14 là que l'on voit à l'image. Ouais, c'est Ricky Craven de retour, lui aussi en NASCAR Busch. 27 départs Nextel ici et Craftsman mélangés. 2 victoires, 8 départs NASCAR Busch sur cette piste. 2 top 5, 3 top 10, une pole Nextel et une pole en Busch ici pour Ricky Craven, le vainqueur du titre rookie, du meilleur rookie en Busch en 1992. En tout, il a 141 départs NASCAR Busch et son dernier, eh bien, c'était à Chicagoland en 2004. Il avait terminé 11e. Voilà, vous savez tout sur le pilote de cette voiture numéro 14. Excellente précision Manu avec la Denny Hamlin. Alors Denny Hamlin, il va falloir le surveiller parce que dans les allers-retours Pocono-Martinsville, eh bien entre-temps, il a réussi à signer la pole à Pocono en Nextel. On vous rappelle qu'il a gagné en Nextel au mois de juin dernier parce qu'en Nextel, c'est assez curieux Pocono. On y vient le 11 juin et le 23 juillet. 6 semaines d'écart seulement entre les deux courses, c'est très étonnant. Et Denny Hamlin, donc, rookie, on vous le rappelle en Nextel, a signé donc la victoire en mois de juin dernier. Il a signé la pole hier en Nextel. C'est évident qu'en ce moment, tout réussit à Denny Hamlin ou presque, qui est parfaitement positionné pour intégrer le Chase, le fameux playoff en Nextel, qui réussit donc une saison tout feu tout flamme, qui est évidemment très bien placé en Busch au classement général, même si pour le titre, on est quand même en train de penser depuis pas mal de temps maintenant que c'est fichu. Le fait est que Denny Hamlin explose véritablement au plus haut niveau. Et là encore, je crois qu'il est bien parti pour remonter assez fort dans le peloton. En tout cas, pas de problème pour l'instant pour Clint Bowyer, toujours un solide leader de cette course avec Kevin Harvick derrière qui dépasse déjà les premiers retardataires. C'est aussi cette particularité d'une piste aussi courte que celle de Martinsville. Et bien, quasiment dès le départ, on est pour les leaders dans le pare-choc arrière des premiers retardataires. Faut-il préciser, Manu, que Clint Bowyer et Kevin Harvick sont coéquipiers? Vous n'avez pas l'impression déjà qu'on a un peu une équipe très forte là, celle du Richard Childress bien sûr, parce que Bowyer, que l'on voit ici avec ce petit jingle, et Kevin Harvick que l'on ne présente plus, ils ont l'air très très forts aujourd'hui encore. Alors, nouvelle neutralisation, un débris sur la piste. Donc on a avancé un petit peu dans le temps et on va assister au restart. C'était une petite neutralisation sans grande conséquence, mais on s'aperçoit qu'évidemment... Oh là là, regardez, énorme, on s'empile les uns derrière les autres au restart. Et oui, ça c'est le danger de ces petites pistes. Avec Clint Bowyer qui a un petit peu joué avec le feu en essayant de bloquer un petit peu la meute derrière lui pour améliorer son restart. Et du coup, réaction en chaîne, tout le monde se percute les uns les autres. Alors ça ne doit pas du tout faire plaisir évidemment à son coéquipier, Kevin Harvick, puisque il a été touché et de devant et de derrière. Alors est-ce que le comportement de la voiture a été abîmé? Il y avait 2 frères sauteurs derrière qui se sont eux aussi accrochés fatalement. Ouais. Je ne sais pas si on va revoir cette image, mais c'était assez étonnant. Mais ça peut avoir des conséquences plus importantes qu'il n'y paraît. On s'aperçoit aussi, Manu, juste une petite précision, que le temps est assez menaçant. Il fait gris au-dessus de Martinsville et on redoute même un petit peu quelques averses éventuelles. Oui. On va croiser les doigts pour ne pas en avoir. Alors voici Jay Sauter.
pour l'instant, très regardez, belle course, ça, hein, ça a été tapé à l'avant. Enfin, je veux dire, il y a des frères dommages Sauter, à l'avant. Oui, hein. bien sûr, bien sûr. Il y a eu gros contact à l'avant. Hein. Regardez, vous voyez l'avant de cette voiture numéro 01 complètement enfoncé au niveau du radiateur même peut-être. Hein. On a peut-être eu un petit souci, même si mécanique pour l'instant, a priori, ça tient bon du côté de Jay Sauter. Il a toujours le même rythme de course. Ouais, vous voyez, ça avait l'air de rien ce petit contact, mais quand même, ça abîme bien l'avant d'une voiture. Alors puisqu'on parlait de rythme de course, on va revenir sur la petite information que je voulais vous donner tout à l'heure avant les malheurs de Steve Wallace. Le record de qualification ici détenu donc depuis 87 par Jimmy Hensley avec un tour en 92,774 miles par heure, soit 20 secondes 411. Pour être tout à fait précis, a été battu par Clint Bowyer et même quasiment par tout le plateau. A tourné au-dessus des 92,774 miles par heure. Clint Bowyer s'est imposé, a signé la pole en 95,951 miles par heure. Ça fait du 154,4 km/h de moyenne sur un tour. C'est tout simplement presque 6 km/h plus rapide que le record précédent depuis 87 par Hensley, ce qui est quand même assez énorme et ça montre bien, puisqu'on n'était pas venu là depuis 12 ans, l'évolution également des performances en NASCAR et en NASCAR Busch. Et en Nextel, le record, c'est Tony Stewart qui le détient depuis l'année dernière en 98. Vous voyez, 3 miles par heure seulement d'écart entre la Nextel et la Busch. Alors, Kevin Harvick, on a vu que dans les 4 derniers tours, il était à 0,3 secondes de Clint Bowyer. Il a tendance là à se rapprocher un petit peu quand même. Hein. Il doit être à 0,2. En tout cas, c'est clair. Harvick commence à mettre la pression sur son coéquipier. Le duel donc fratricide en tête de la course entre Bowyer et Harvick. Est-ce qu'il va vraiment y avoir duel? C'est ça la question. Parce que pour l'instant, Clint Bowyer gère bien sa course, il ne fait pas vraiment d'erreur. Alors certes, Kevin Harvick est pressant derrière, mais j'ai l'impression qu'il laisse passer. Il laisse passer Bowyer. Il lui a ouvert la porte incontestablement. Changement de leader. Voilà, ça n'a pas tardé. Kevin Harvick prend le meilleur. Attendez, Bowyer le repasse. Procédé. On va prendre des petits tours, des petits points peut-être précieux du point de vue des championnats, puisque Harvick a mené un tour, donc il a pris ses 5 petits points. Bowyer a mené un tour, il a pris ses 5 petits poins. Et il le laisse repasser. Ouais, c'est amusant cette technique, cette tactique. Il y a sans doute de la consigne d'écurie intra-Childress Racing. Alors dans ce dépassement, redépassement. Oui, pour les points de bonus, vous avez tout à fait raison, c'est ça. Maintenant, je ne vois pas pourquoi Harvick, comme ça, de manière ostensible, relaisse passer Bowyer. Veut-il prendre ses marques et laisser Bowyer plutôt ouvrir la route, tracer la route dans les voitures non plus, peut-être qu'il y a un petit problème de comportement sur la voiture de Kevin Harvick, qui est juste allé prendre ses 5 petits points et puis qui derrière préfère peut-être bénéficier de l'aspiration d'une voiture parce qu'on tout seul devant, il a peut-être des soucis de train avant. Il faudra suivre ça si jamais il reprend la tête de course, le leader du championnat. On est avec Mark McFarland et son numéro 88 et Greg Biffle derrière, Greg Biffle qui est pour une fois au volant de la 66, donc avec cette voiture de Clarence Brouiller et non pas avec la 16, voiture de Jack Roush. Donc là aussi il illustre le fait que certains pilotes peuvent piloter pour 2 équipes différentes en Nextel et en Busch. Allez, on va marquer une petite pause. Voici le classement qui n'a pas spécialement évolué, même si on a interverti les places tout à l'heure avec Harvick seulement 4e. Non, c'est une erreur. Il est retour à Martinsville pour la 21e manche de la saison 2006 de NASCAR Busch. Clint Bowyer en tête devant Kevin Harvick. Confirmation, il est bel et bien 2e. Kevin Harvick pour l'instant devant les frères Sauter, Johnny et Jay Sauter. Est-ce que Mark McFarland, excellent 5e devant Greg Biffle et Jason Leffler. Et attention à Mark McFarland qui justement se fait attaquer par Greg Biffle. Avec Carl Edwards qui est dans le top 10. Voilà, histoire de ne pas perdre trop de points peut-être sur Kevin Harvick qui a l'air d'être dans un très très bon jour. Reed Sorenson qui revient bien depuis le fond de la grille à la 17e place. Kyle Busch 20e, là aussi ça progresse de manière assez impressionnante. C'est Ronan Dadet qui pilote aujourd'hui la voiture 33, l'autre voiture de Kevin Harvick. Et Darrell Waltrip 26e, c'est pas mal. Il est devant Gigi Eli par exemple. Alors que ça y est, changement de leader de nouveau. Harvick est repassé devant. Va conserver la tête de course Kevin Harvick? Vraisemblablement oui. Oui, là on a l'impression que les amabilités c'est fini. Ça y est, j'ai pris le pouvoir, maintenant j'assume. Ouais, il a tout de suite pris plus d'une longueur d'avance, Kevin Harvick. Ça ressemble à une prise en charge, en quelque sorte, de cette course. Et peut-être qu'il trouve
trouve tout simplement que Clean Boyer ne tourne plus aussi rapidement qu'en début de course. Et c'est vrai qu'ils sont tous les deux sous la pression des frères sauteurs depuis le départ, sans parvenir à vraiment creuser l'écart. Et du coup, eh bien, Kevin Harvick, le maître devant l'élève, on va dire, a décidé de prendre le leadership à son compte, et en tout cas le rythme de tête à son compte. Alors il y a aussi un pilote dont la présence la grosse bagarre derrière, excusez-moi, LFB, mais vraiment McFarland. énorme entre Jason Leffler et Mark McFarland. Il est passé, Leffler. Et attention à Paul Menard qui va en profiter également pour récupérer une petite position face à Mark McFarland. Et voici Edwards. Ouais, est-ce qu'il va en profiter aussi? Carl Edwards, ça va être peut-être un petit peu juste là par contre. Allez, le voici à l'intérieur. A priori, là il est sur la même ligne. Mais un poil devant. Ça devrait être freinage, mieux, évidemment. Carl Edwards va prendre le meilleur. Attention à Bernie Lamar derrière. Ouais, qui a vu le trou de souris. Bernie Lamar de retour au volant de cette voiture numéro 77. On sait que Jeff Burton a fait une pige à son volant lors de la dernière course à Loudon. C'était tout simplement pour, on va dire, faire une petite évaluation de l'équipe à la demande de Dale Earnhardt. C'est ce qu'il a fait. Et à la demande de Kevin Harvick. Oui, non, je dis Dale Earnhardt parce que je vois la 88 de Mark McFarland, mais bien évidemment c'est à la demande de Kevin Harvick, et c'est ce il l'a fait. Il a donné son avis. On ne sait pas s'il était bon ou mauvais, ça il n'a pas voulu en parler, mais en tout cas retour immédiat de Bernie Lamar dès la course suivante, ce qui laisserait penser que le petit passage à vide de Bernie Lamar depuis quelques courses est plus dû peut-être au comportement de la voiture qu'au comportement du pilote en lui-même. Manque d'expérience du rookie Bernie Lamar. Alors, un problème pour le Jerry numéro Robertson. 78, Jerry Robertson, ce qui doit avoir entraîné une nouvelle neutralisation. Et oui, on va revoir ce qui s'est passé. Alors, il y a Ron Hornaday qui arrive lancé derrière, mais devant, il y a aussi le numéro 4 de Augie Vidovic, ce Californien. Ah oui, une sorte de réaction en chaîne. Et regardez un petit peu de grabuge derrière quand même. Pas mal de voitures impliquées dans un petit quelque chose. Ouais, Ron Hornaday qui n'est pas exclu de responsabilité dans cette figure libre, en tout cas d'Augie Vidovic. Du coup, nouvelle neutralisation avec un véhicule d'intervention sur la piste. Alors, puisqu'on parlait... Pardon. Non, vas-y. Puisqu'on parlait de Ron Hornaday, juste une petite précision pour vous dire qu'évidemment, le Kevin Harvick Incorporated est à domicile ici, il faut le rappeler, sur cette piste de Martinsville, puisque l'usine de Kevin Harvick est toute proche, à moins de 45 minutes en voiture. Pas à dire en matière de clip, ils savent faire incontestablement du grand spectacle. On l'a sur la piste, et bien derrière les meilleurs moments en musique, très souvent c'est également des grands moments de télévision. C'est la parade pour le Richard Childress. Regardez, Kevin Harvick, Clean Boyer, on le pressentait, les deux frères sauteurs tout à l'heure, un petit peu en sandwich entre les deux coéquipiers. On pressentait qu'ils n'allaient pas résister bien longtemps, et voilà. On a là une chevauchée assez fantastique de ces deux voitures qui se ressemblent beaucoup, et j'ai vu quelques gouttes sur l'objectif. Ouais, moi aussi, c'est ce qui m'inquiète un petit peu, je vous cache pas. Alors la séquence, on a changé de diffuseur, et ça n'est pas la séquence Crank It Up maintenant que l'on aura désormais, c'est la séquence Through the Field, où l'on donc vous décrit les positions dans le peloton. Donc évidemment on commence par le meilleur, par celui qui est en tête, Kevin Harvick, qui devance donc son coéquipier Clean Boyer. Le voici. 2 victoires dans sa carrière, faut-il le rappeler, pour Clean Boyer. Alors Kevin Harvick, puisqu'on en parlait, c'est son premier départ NASCAR Busch ici, mais évidemment il a 10 départs en Nextel, 3 top 10, plus 5 départs en Craftsman, un top 5, 2 top 10. Et il faut quand même rappeler la régularité cette saison de Kevin Harvick. C'est pas par hasard non plus s'il écrase autant ce championnat. En 20 départs cette saison, il a 3 victoires, 12 top 5, 17 top 10. Excusez du peu. Il est parti pour battre les records. Ouais. D'ailleurs, en parlant de records, il a signé son 76e top 5 de sa carrière à Loudon la semaine passée. Et du coup, maintenant, il est 11e au rang du nombre de top 5. À égalité avec Greg Biff, le recordman des top 5.
un petit peu logiquement, on va dire, c'est Tommy Houston avec 123 top 5. Je vous rappelle que Tommy Houston, eh bien, c'est le pilote qui a le plus de départs en NASCAR Busch dans sa carrière avec 417 départs. Alors vous avez vu que Biffle a été touché, du coup neutralisation, et on en profite pour s'arrêter du côté des leaders. Paul Ménard, qui était 6ème, reste en piste. Les 5 premiers se sont arrêtés, mais Paul Ménard donc va occuper la tête de la course, il se décale. Alors la question aussi à suivre hein, ici sur cet ovale de Martinsville, et c'est vrai que vous avez raté un petit peu ça, LFB, durant vos vacances qui ont été bonnes, j'espère. On n'en a pas parlé, mais j'espère qu'elles ont été très bonnes. Très bonnes, avec vous avez beaucoup de chaleur dans la dernière semaine. Ça, je vous rassure, il ne suffisait pas d'être en vacances pour avoir de la chaleur. Tous les Parisiens vous le diront. Bref, tout ça pour dire que sur les 2 dernières courses, il y a eu un énorme débat sur la qualité des pneus amenés par Goodyear. Dès Daytona, en fait, puisque même Junior, hein, qui avait pourtant gagné à Daytona, a critiqué la qualité des pneus amenés par Goodyear en disant que ils n'étaient vraiment pas au niveau et que ça risquait de devenir dangereux si on ne changeait pas tout ça. Ça s'est confirmé au Chicagoland où à nouveau les pilotes se sont plaints des pneus alors que Goodyear avait ramené de nouvelles gommes. Et à Loudon la semaine passée, on a vu pas mal de sorties de piste. Personne ne s'est plaint des pneus, mais il reste quand même ce souci à suivre. Donc peut-être que Goodyear se fait légèrement tirer l'oreille par les pilotes de NASCAR. Il est en tête depuis 10 tours maintenant, Paul Ménard, 155 en tout depuis le début de la saison, vous le savez. Il a donc enfin réussi à gagner. Alors quoi là, Kyle Busch et Gigi Yelly qui s'accrochent, 2 grands pilotes. Et on va les éviter, mais on va pas éviter de nouvelles neutralisations, bien sûr. Et vous comprenez pourquoi il y a systématiquement une neutralisation. Hein. Dès qu'une voiture se retrouve en travers, et bien immédiatement... les pilotes, en fait, le problème de cette piste de Martinsville comparée à d'autres pistes, on dira, c'est qu'elle est vraiment monotrajectoire. En virage, il n'y a qu'une seule trajectoire possible, c'est plonger à la corde après un gros freinage pour raccourcir au maximum le virage et essayer de ressortir le plus tôt possible, ce qui fait que toutes les voitures sont sur la ligne intérieure et dès qu'une voiture part en travers, immédiatement tout le monde derrière est contraint de s'arrêter pour éviter l'obstacle puisqu'ils ne peuvent pas prendre une autre trajectoire à pleine vitesse. Si c'est pas Gigi Yelly quand même là qui est un petit peu dérivé de sa position pour aller s'accrocher sur Kyle Busch. Et je me demande si la présence de Jay Sauter à l'intérieur n'explique pas que Gigi Yelly élargisse un tout petit peu dans son virage. En tout cas là c'est deux pilotes qui font partie des ténors qui se sont un petit peu neutralisés. C'est dommage pour eux, ça leur fait un coup d'arrêt dans leur remontée. Gigi Yelly, le coéquipier de Denny Hamlin. Kyle Busch, lui, vient pilote de Rick Hendrick. Et il est seul hein, aujourd'hui au sein de cette équipe. Kyle Busch, pas de Brian Vickers par exemple. Et du coup, on en profite pour rentrer au stand. C'est assez logique. Alors, Paul Ménard apparemment se décalerait complètement. Ce serait voulu et assumé de manière à ne faire qu'un seul arrêt au stand. Hein. Sur ces petites pistes comme cela, c'est possible, Manu. Il y a beau avoir 250 tours de prévu, on peut ne s'arrêter qu'une fois. Voilà, on est prêt chez Kyle Busch. Vous vous souvenez qu'on avait rencontré son chef d'équipe à Daytona. Interview à retrouver dans ce programme Inside NASCAR Busch que j'espère que vous avez pu voir. Car après tout, ça permet de... En tout cas, il a été particulièrement apprécié par les amateurs de la NASCAR. En tout cas, ils nous l'ont fait savoir sur le forum de Motors TV. Et c'est vrai qu'on en a pas mal parlé aussi hein, avec Kevin. D'une façon générale, ce documentaire, ce Inside NASCAR Busch a été particulièrement apprécié par tous les amateurs de la NASCAR. Maintenant, à quand un Inside Nextel? Voilà la grande question. Il va falloir attendre un petit peu. Parce que ce qu'on nous avait dit là-bas à Daytona, c'est que si on avait, je pense qu'il faudrait s'y prendre vraiment des semaines en avance, une interview de Jeff Gordon, qui est, on l'a bien vu, hein, un peu la superstar avec Dale Earnhardt Jr. de la NASCAR et avec Tony Stewart, on aurait une interview fabuleuse. Apparemment, Jeff Gordon, d'accord, c'est plus qu'un pilote, c'est une marque, c'est une entreprise, c'est une superstar, mais c'est quand même quelqu'un qui sait donner des bonnes interviews. Donc, on m'a toujours dit là à Daytona, le jour où vous interviewez Jeff Gordon, vous interviewerez Jeff Gordon, vous ne le regretterez pas. Bon, bah, ce sera pour un prochain voyage. La prochaine fois, peut-être, oui. Bah voilà, ça vous fait un nouvel objectif, une nouvelle raison d'y aller. En tout cas, ce qui serait bien, ça fait 5 ans qu'on le dit, c'est que Jeff Gordon, une fois par an, vienne faire une course Busch. Ah, Junior vient bien. Oui.
Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de Juan Pablo Montoya, alors que c'est reparti, hein, et évidemment, puisqu'on parlait de Juan Pablo Montoya, à noter, on se souvient quand c'est en 2003, je crois, il avait fait un échange de baquets avec Jeff Gordon à Indianapolis. Et alors, est-ce que c'est de bon augure pour son transfert en NASCAR? Je ne sais pas. Mais enfin, le but du jeu était quand même d'essayer d'aller le plus vite possible avec les deux voitures, chacun avec la sienne évidemment. Alors évidemment, Juan Pablo Montoya avait été le plus rapide au volant de la Formule 1, mais pas tant que ça. Alors, mais c'est exactement ce que j'allais vous dire. Jeff Gordon. Parce que moi, je me souviens très bien de cette opération commercialo-publicitaire. Et je peux vous dire, ça m'a un petit peu amusé. Les commentaires ont un petit peu changé depuis l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était évident que Jeff Gordon avait été beaucoup plus impressionnant, respectivement, que Montoya. C'est-à-dire que Jeff Gordon dans la F1, chez Williams, on avait été bluffé. Jeff Gordon, Montoya n'avait pas été exceptionnel avec la voiture de NASCAR, loin s'en faut. Par contre, Jeff Gordon avait tourné aux alentours de 2-3 dixièmes seulement des temps de Juan Pablo Montoya. Et c'est vrai que ça avait scotché un petit peu tout le monde chez Williams. Je peux vous dire qu'il y a 2 ans, avant que Scott Speed n'arrive, le grand débat, il faut un pilote américain en Formule 1. Il avait été évoqué, un petit peu comme dans un rêve, mais quand même, il y avait eu des articles dans la presse anglaise notamment. Et si Jeff Gordon arrivait en Formule 1, je veux dire, on y a à un moment donné pensé forcément chez Williams et chez Jeff Gordon, parce que l'essai avait été concluant ce jour-là à Indianapolis. Mais c'est vrai qu'on en discutait il n'y a pas très longtemps avec David Taylor, notre ami américain, et David me disait c'est peut-être même le talent américain le plus gâché, on va dire, que Jeff Gordon, alors que John Andretti, on voit Ron Hornaday dans le décor. Et je me demande si c'est pas Kevin Harvick qui était juste derrière, auquel cas il voit sa voiture dans le décor. Ça doit être assez amusant comme sensation. Ouais, donc c'est vraiment un petit peu ce qu'on reproche à Jeff Gordon, c'est-à-dire il n'a plus rien à gagner en NASCAR. Il n'a plus rien à prouver. Il devrait peut-être changer de discipline, et c'est vrai que lui fait un petit peu le choix de la raison, on va dire. Ça fonctionne globalement chaque saison en NASCAR. Il gagne bien sa vie. Pourquoi s'embêter à aller essayer autre chose? Mais de la vie générale, le pilote américain du moment, peut-être le plus talentueux sur ces 10 dernières années, peut-être ces 15 dernières années, serait incontestablement Jeff Gordon. Maintenant, lui n'a pas jugé bon de venir le prouver à la face du monde. Alors c'est bien John Andretti et Ron Hornaday qui se sont accrochés, et c'est bien Kevin Harvick qui était juste derrière. Ouais. Là, il n'a pas dû être heureux quand même de cette situation. Et Paul Menard, qui donc occupait la tête depuis pas mal de tours, choisit enfin de s'arrêter. Il a raison, il profite de cette neutralisation. Mais il s'arrête 23 tours exactement après Kevin Harvick et les autres leaders. Donc là, intéressante situation. On a un véritable contexte de décalage. Alors, combien de temps ça va prendre pour Paul Menard? Elle a l'air un peu humide, la piste dans la voie des stands. Cela dit, le revêtement est assez particulier sur cet ovale de Martinsville. Vous l'avez vu d'ailleurs avec des couleurs de revêtement différents dans les virages et sur la piste. Oui, parce qu'il y a encore quelques années, dans le virage intérieur, on avait interrompu la course Nextel. Il y avait un trou qui commençait à se former là. Vous voyez, le revêtement était tellement ancien qu'il se détériorait. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. On a resurfacé effectivement. Allez, on se tient prêt pour un nouveau restart. On se tient prêt, et effectivement, sachez d'ailleurs, Manu, pour l'avoir vu, que les spectateurs se lèvent à chaque restart. C'est une sorte de tradition. On se lève pour accompagner les pilotes à chaque restart, même si on est encore globalement en début de course. Alors on vient d'apercevoir la vieille garde en action sur cet ovale de Martinsville. Kenny Wallace, John Andretti et David Green. Alors il faut savoir que Kenny Wallace c'est le dernier vainqueur. Ici on l'a dit évidemment, c'est lui qui s'est imposé lors de la dernière course NASCAR Busch disputée sur cet ovale de Martinsville, lors de la course d'automne en 1994. C'était d'ailleurs sa 2e victoire de sa carrière sur cet ovale de Martinsville en NASCAR Busch. C'est assez étonnant d'ailleurs le destin de ce circuit en Busch, parce qu'à l'époque, et depuis 1982, on y venait au moins 2 fois par an. En 82, en 83, on est venu 3 fois. Non, en fait, jusqu'en 88. Non, attendez, je dis une bêtise. Jusqu'en 90. Oui, en 84 et en 85, ils ne sont venus que 2 fois. Mais sinon, en fait, de 82 jusqu'à 90, ils viennent 3 fois. Ouais, c'est ça. 3 fois. Bon, et soudainement, en 94, alors que cette année-là, il y avait eu 2 courses, comme d'habitude. Terry Lamonté, Kenny Wallace les avaient remportés, c'est pas n'importe qui. Et on n'est plus venu du tout pendant 12 ans, même pas une fois, 0 pendant 12 ans. C'est étonnant. Et là, on revient cette année une seule fois
à Martinsville. On verra l'année prochaine s'il y a un changement, mais c'est vrai qu'on était passé d'un extrême à l'autre. Alors puisqu'on a parlé de Montréal, où la NASCAR ira, on vous l'annonce très officiellement sur Motors TV à défaut d'une annonce officielle de la NASCAR, puisque la NASCAR Busch ira l'année prochaine à Montréal. Ça va évidemment faire le plaisir de tous les spécialistes des routiers. Alors on parlait, bien évidemment, on va retrouver les Robbie Gordon qu'on verra aussi vraisemblablement à Watkins Glen, Boris Said, Carlos Contreras qui est là ce soir alors qu'il y a un abandon à noter sur la piste. Juan Pablo Montoya donc en théorie, mais pas seulement, parce qu'on entend parler également de Danica Patrick qui viendrait à l'occasion de cette course, de Patrick Carpentier qui viendrait, de Jacques Villeneuve, pourquoi pas. Lui, on sait qu'il cherche peut-être également à faire une reconversion en NASCAR. Il est intéressé par la série et pourquoi pas, allez, croisons les doigts, Sébastien Bourdet. Oui, tout à fait. Alors que là il y a du grabuge, encore un embouteillage et Boris Said justement, oui. puisqu'on parlait des spécialistes routiers avec le numéro 9 ici à l'image. En tout cas, vous avez raison, cette course de Montréal, elle vaudra à mon avis le déplacement. Alors Boris Said à Daytona, pour revenir avec lui, quel incroyable week-end il a connu. Paul en Nextel, au nez à la barbe de tous les favoris, les Jeff Gordon, les Dale Earnhardt Jr. A-t-il été un petit peu aidé là, sûrement. Je pense que Danny O'Quinn Jr. y est sans doute pour quelque chose. Et puis Boris Said avait dit, signer la pole pour moi à Daytona avec cette nouvelle structure dont il est le pilote, mais qu'il a plus ou moins créé avec son ancien coéquipier en Transam, la Transam que l'on retransmettait sur Motors TV alors qu'il y a des jeunes spectateurs enthousiastes. Et bien donc c'était évidemment une performance exceptionnelle que de signer la pole lors du Pepsi 400 donc à Daytona au début du mois de juillet. Le restart est donné. Boris Said avait dit, je reviens sur lui pour vraiment bien expliquer la performance qu'il a signée. Bon, j'ai signé la pole, c'est bien. Maintenant, évidemment, je ne peux pas prétendre pouvoir gagner la course, donc je vais essayer de résister un petit peu au début et ensuite j'essaierai de signer un bon résultat. C'est effectivement ce qui s'est passé. Il a tenu bien, il a fait illusion, il est resté dans le top 10 un certain temps et puis ensuite il a glissé dans le classement au point de se retrouver à un moment donné au-delà de la 25e place et plus personne n'a entendu parler de Boris Said pendant le Pepsi 400. Sauf qu'à 10 tours de l'arrivée, on s'est aperçu qu'il s'était décalé profitant de quelques neutralisations un petit peu comme ça, mineures si j'ose dire, et que Boris Said pointait dans les 5 premiers à 10 tours de l'arrivée au Daytona au Pepsi 400. Et comme les leaders devaient effectuer un dernier arrêt au stand, Boris Said s'est retrouvé en tête à 4 tours de l'arrivée à Daytona au début du mois de juillet. Et là finalement on s'est dit mais attendez, ça va être le hold-up du siècle. Et après tout, super bien joué, etc. Oui et non, parce qu'il partait de la pole, il avait bien joué sa tactique. C'est-à-dire que c'était paradoxal, parce qu'il partait de la pole et il était en mesure de jouer la victoire. C'était pas si étonnant que ça. Et malgré tout, malgré le scénario de la course et ce qu'il avait dit, c'était incroyable. Et il a fallu vraiment que Tony Stewart, et seul peut-être Tony Stewart pouvait y arriver, aille au forceps, aller doubler dans un dépassement effectivement plein de panache et plein de risques même, aller doubler Boris Said qui a finalement échoué à la 4e place parce qu'il y a eu 2 neutralisations dans les 3 derniers tours. Mais quelle exceptionnelle performance de Boris Said à Daytona. Donc là c'est clair, il est sur un nuage et on sent que Boris Said va être à surveiller. Allez, pendant ce temps-là, Kevin Harvick vient de récupérer son bien, va-t-on dire, à savoir la tête de cette course détenue depuis un certain temps par Kevin Grubb. Alors il s'est décalé, évidemment, Kevin Grubb, c'est pour ça qu'il est en tête ou qu'il est pour l'instant en 2e position. Il faut essayer de chercher un petit peu dans le classement Clint Bowyer, qui lui aussi, tout comme Carl Edwards d'ailleurs, maintenant à l'image, ces pilotes maintenant sont en train de remonter à travers les pilotes qui eux ne se sont pas arrêtés, ont essayé de se décaler, suivant l'exemple de Paul Menard tout à l'heure, voire même plus encore décalé que Paul Menard. Alors la preuve que Kevin Harvick est vraiment le patron maintenant de cette course. Ils se sont arrêtés tout à l'heure, souvenez-vous, au même moment, ils sont repartis même pratiquement ensemble, c'est tout juste s'ils ne se sont pas touchés, on avait vu le ralenti. Et malgré tout, maintenant Kevin Harvick il est un petit peu seul devant et Clint Bowyer est à 6 secondes derrière. Donc c'est clair, Harvick a pris les choses en main et j'ai l'impression que ça va être difficile d'aller le chercher aujourd'hui. Déjà, alors qu'on a dépassé le cap de la mi-course, on peut avoir ce sentiment. Alors il est un petit peu tard pour lancer le traditionnel concours de pronostics, mais donc on va quand même faire semblant. Allez, donc Kevin Harvick pour vous LFB. Oui, là ça me semble quand même je dirais que tout est réuni pour que Kevin Harvick l'emporte, son statut bien évidemment, le fait que depuis le début de la course il soit là, que là il ait pris le pouvoir, qu'il ait lâché Bowyer.
On a vraiment un peu l'impression que le patron, même si ouais, l'expression est mal choisie, parce que là il est pilote simplement, mais le coéquipier un petit peu plus aguerri que le nouveau, qui est quand même encore Bowyer, et bien voilà, quoi, il est en train de lui expliquer comment ça marche. Belle bagarre derrière entre John Wood et Reed Sorensen, avec Johnny Sauter également dans le coup. Oui, et Denny Hamlin qui s'y met. Ouais, et Denny Hamlin aussi, et Carl Edwards qui arrive aussi. On se bagarre pour rentrer dans le top 5 du côté de tous ces pilotes. Ce qui est peut-être le plus flagrant, j'allais dire, pour renforcer votre pronostic annonçant la victoire de Kevin Harvick, et bien c'est peut-être que dès qu'il a repris la tête, immédiatement, évidemment Kevin Webb est resté derrière à l'aspiration, mais il a pris 2 secondes et demie en 2 tours à peine d'avance sur le reste du peloton, ce qui est absolument énorme. Darrell Waltrip 28e à 13 secondes, toujours dans le même tour par rapport à Kevin Harvick. Attention à Jason Leffler et Mark McFarland. Là il va passer Leffler, très vraisemblablement. Meilleure trajectoire. Jason Leffler, une victoire dans sa carrière, c'était à Nashville en 2004, et pour l'avoir rencontré à Daytona, je peux vous dire, il attend la 2e victoire dans sa carrière. Il le sait qu'il n'en a qu'une, et il le sait que parfois il n'est pas passé loin d'en signer une 2e. Tiens, quel duel là entre Ron Hornaday et Darrell Waltrip. Ouais, attention derrière à David Gilliland qui était très proche de Ron Hornaday Jr. Il va passer Ron Hornaday. Oh, et Gilliland qui va peut-être essayer d'en profiter. Oui. Il s'est fait avoir comme un bleu, Darrell Waltrip. Ah oui, lui, depuis 10 ans d'être dans la cabine. Tiens, on va l'écouter. Ouais, j'ai gagné 11 fois ici, mais mon souvenir le plus particulier c'est en 87. Oh là là, on va être obligé d'interrompre la traduction de Darrell Waltrip, parce que regardez, Ron Hornaday est parti en travail. Oh là, attendez, parce que là, au moment de repartir, il y a Kevin Harvick qui arrive. Ça serait Clint Bowyer qui est peut-être remonté coup assez proche. Bah, décidément, Kevin Harvick, à chaque fois qu'il est derrière sa voiture, il lui arrive quelque chose à la malheureuse voiture 33. Et puis là, Ron Hornaday, c'est amusant parce qu'il était tellement énervé par la situation. Oh là là. Non, il fait signe à John Andretti qui va revenir. Ouais, moi aussi j'ai cru, parce que le connaissant, ce serait pas si étonnant que ça. Alors John Andretti, on n'en a pas parlé, c'est son premier départ en NASCAR Busch ici. En tout, évidemment, il a 20 départs en Nextel. Il a une victoire en 99, 2 top 5 et 2 top 10. Mais surtout, on a été un petit peu dur peut-être avec John Andretti, le plus ancien des rookies depuis le début de la saison. C'est vrai que ses performances sont un peu décevantes. Mais mine de rien, il est revenu à la 2e place du classement des rookies, à 5 points seulement de Bernie Lamar. Allez, on marque une petite pause et on revient très vite à Martinsville. Retour à Martinsville en Virginie pour la 21e manche de la saison 2006 de NASCAR Busch, et une petite stat tout de suite intéressante. Oh oui, je ne sais pas si elle est intéressante ou un peu regrettable, mais nous n'avons eu que 2 fois 17 tours consécutifs sous régime de drapeau vert aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'elle est tachée, quand même pas beaucoup. C'est moins qu'on puisse dire, surtout qu'on a déjà fait quand même 146 des 250 tours prévus ce soir. Allez, le restart. On va voir là si on est parti pour au moins 18. On espère, on croise les doigts. Et donc Kevin Harvick toujours leader devant Clint Bowyer. 3e place pour John Andretti qui est bien remonté. Il a dû se décaler un petit peu au niveau des stratégies. Et puis 4e rang pour Reed Sorensen devant Kenny Wallace. Attention à Carl Edwards qui est en train de remonter. Et toujours semble-t-il quelques petits signes d'humidité sur cette caméra, mais ça a l'air de s'améliorer même un petit peu là, avec un semblant d'ombre que l'on commence à distinguer sur cette piste de Martinsville, avec la fameuse séquence donc through the field où l'on va détailler les positions des uns et des autres. Kevin Harvick bien évidemment en tête, 46 tours menés, 461 cette saison. C'est clair que ça se présente toujours aussi bien pour que ce soit la consécration ultime de Kevin Harvick en NASCAR en cette année 2006. Clint Bowyer qui revient mettre peut-être un petit peu la pression sur son coéquipier. En tout cas, c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu la parade du Childress, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors évidemment, lors des... on a eu une petite pause, le temps des ravitaillements et des différents arrêts au stand dans cette période très hachée avec beaucoup de drapeaux jaunes. Mais immédiatement, dès que la situation redevient un petit peu normale, on retrouve les deux mêmes aux avant-postes. Kevin Harvick devant Clint Bowyer. À mon avis, la victoire évidemment va se jouer très vraisemblablement entre les deux. Alors comme vous avez donné LFB, Kevin Harvick
votre favori. Je vais, histoire d'entretenir un petit peu le suspense, dire que c'est Clint Bowyer le mien. Mais enfin, je pense quand même que ça va peut-être être un peu difficile d'aller chercher Kevin Harvick. Ne serait-ce qu'en termes, ne serait-ce qu'en termes de coéquipier, je suis pas sûr qu'il ait vraiment les coups des franches, on va dire, face à la star de l'écurie qu'est Kevin Harvick, le jeune Clint Bowyer. Denny Hamlin 5e, 2 victoires cette saison, 1 victoire en Nextel. C'est vraiment le rookie qui explose un petit peu, le Carl Edwards de cette année 2006. Justement, ça tombe bien, Carl Edwards, on le retrouve juste derrière. 8 victoires dans sa carrière, mine de rien. Hein. Ça avance assez vite pour Carl Edwards en 2 saisons, 5 et 3 en 2005 et en 2006. Mais le titre qu'on lui promettait peut-être, c'était pas l'année dernière et ça sera sans doute pas cette année. Même si pour l'instant il est 2e du championnat, Carl Edwards. De toute façon, il est encore une fois très bien placé. Mais c'est vrai que ça paraît un petit peu difficile, même s'il reste encore 15 courses, 14 une fois que celle-ci sera terminée. Il restera 14 courses à Carl Edwards pour essayer de reprendre au moins 300 points, puisque si la configuration reste comme elle est à l'heure actuelle, Kevin Harvick va encore évidemment creuser un petit peu d'écart en tête du championnat. Jason Leffler 9e avec cette fameuse victoire. On vous en parlait tout à l'heure, donc Nashville 2004. Je regardais le classement, oui, Paul Menard 20e je crois. Il s'est décalé tout à l'heure, mais on voit maintenant qu'il rame dans le peloton et qu'il a du mal à remonter. J'ai peur, ça n'était pas la bonne tactique pour Paul Menard. Il aurait dû s'arrêter en fait avec tous les leaders au 80e tour lorsqu'il y avait eu cette neutralisation. On vient d'apercevoir Mike Wallace, c'est le 3e qui était déjà là. À Martinsville pour la dernière course de NASCAR Busch en 94. Il avait terminé 3e. David Green avait terminé lui 2e, on en a parlé tout à l'heure, et Kenny Wallace évidemment vainqueur, on vous l'a dit. Alors on est reparti, si je ne m'abuse, au 147e tour, plus 18 histoire de battre le record, ça ferait 165, donc encore 5 tours à tenir. Et oui, on aura donc fait mieux que 17 tours consécutifs sous régime de drapeau vert. Quel record! Suspense, oui. Alors le record de neutralisation c'est 18 ici, en 84. Ouais, on voit quand même difficilement qui va pouvoir aller chercher le petit train du Childress, parce qu'ils sont en train de creuser un véritable gouffre tous les deux sur Reed Sorenson. Puis derrière Denny Hamlin qui va récupérer une position Andretti supplémentaire devant John Andretti. Vous avez vu, il y a vraiment un langage des mains en NASCAR. Un pilote montre au pilote, à l'autre qu'il peut y aller à l'intérieur. Qu'il l'a vu et qu'il ne se rabattra pas. Ça a été le cas là donc pour John Andretti face à Denny Hamlin. Et là c'est effectivement la démonstration. Un peu de trafic quand même pour pimenter la situation, mais celle-ci c'est quand même singulièrement clarifiée à l'avantage des voitures bleues. Allez, Kevin Harvick et Clint Bowyer qui vont prendre un nouveau tour à Carlos Contreras. David de Mexico. Là voici ce gros plan sur le leader du championnat, Kevin Harvick. Ouais, alors ils ont mis en boîte des clips là où on fait poser les pilotes de manière dure. Pourquoi pas. Cela dit, est-ce qu'on verrait les pilotes de Formule 1 se plier à ce jeu? Je suis pas sûr. Ouais. Alors il y a eu une nouvelle neutralisation, on a avancé parce qu'on va peut-être pas toutes vous les montrer quand même. On va directement au restart 170. Ah, est-ce qu'on a fait les 18 tours? Je crois que la neutralisation a eu lieu juste après. Enfin, vous voyez, c'est vraiment limite. Ah, un petit peu quand même d'attaque de la part de Bowyer sur Harvick alors que le soleil est revenu. Et la piste doit quand même être encore un petit peu humide parce qu'on voit sur les caméras qui sont vraiment sur le bord de l'ovale, juste fixées sur le muret, pas mal de petites projections qui viennent des voitures, qui assèchent évidemment la trajectoire en roulant dessus. Kyle Busch, à un moment donné, il y avait presque 3 pilotes de front, dont Kyle Busch, voiture numéro 5. C'est certainement pas très conseillé quand même ici à Martinsville. Et Paul Menard, donc le voici. Et on vous disait, on a des craintes, son pari a peut-être d'ores et déjà échoué. Certes, il ne s'arrêtera qu'une fois, mais il s'est en fait condamné à revenir au milieu du peloton. Alors vous allez me dire, oui, mais les autres il n'est pas aidé par le nombre étaient revenus aussi au milieu du peloton. Oui, sauf que les autres, ce sont les meilleurs, et devant eux, c'était des seconds couteaux. Alors que là, Paul Menard, il s'est remis au milieu du peloton, et devant, il y a les meilleurs.
n'est pas aidé, Paul Ménard, dans sa stratégie, il faut le reconnaître, par le nombre de drapeaux jaunes non plus, parce que s'il prenait le pari de ne faire qu'un seul arrêt et qu'effectivement on roule beaucoup sous régime de drapeau vert, eh bien on consommerait beaucoup plus et peut-être que ses adversaires sur la piste seraient contraints de rentrer plus souvent au stand, ne serait-ce que pour remettre un peu d'essence. Une deuxième fois. En tout cas, ils sont 32 encore à être dans le même tour par rapport au leader. Et je vois qu'elle a sous le nom de Gilliland, la mention off apparaît. Donc il est sorti. Il n'a pas encore officiellement abandonné, mais il n'est plus sur la piste. David Gilliland qui, quoi qu'il arrive, restera un des héros de cette année. Ah oui, complètement. C'est son 7e départ en NASCAR Busch de sa carrière. C'était son 7e aujourd'hui. Je vous rappelle que évidemment c'est la première fois qu'il court ici et qu'il a déjà une victoire en NASCAR Busch à son actif. On va bien évidemment rappeler ce superbe succès au Kentucky pour le 5e départ NASCAR Busch seulement de sa carrière. Lui qui est le seul avec Paul Ménard de nos pilotes Nextel à s'être imposé cette année. Et ça a marqué les esprits incontestablement, puisqu'il a eu énormément de propositions pour courir en 2007, la dernière en date pour David Gilliland. C'est le Robert Yates Racing qui lui confierait la voiture numéro 38 en Nextel la saison prochaine. En tout cas, ils lui ont fait la proposition, mais pour l'instant, il n'a pas arrêté son choix au milieu de toutes ces propositions, David Gilliland, mais qui est incontestablement, on va dire, l'une des grandes révélations de cette saison, si ce n'est peut-être la grande révélation en NASCAR Busch, même si c'est vrai qu'un Denny Hamlin ou un Gigi Yeli ont vraiment fait cette année une saison, font pour l'instant une saison exemplaire. Nouvelle neutralisation et David Green et Boris Said sont impliqués notamment. C'est également le cas du numéro 56, Kevin Grubb, qui a occupé tout à l'heure la première place. Et on a vu la mention que j'attendais, Darrell Waltrip, 59 ans. Pas mal, hein, même si on a déjà vu des pilotes encore plus âgés faire des courses NASCAR. Ah, malheureux David Green. Oui, parce que tout à l'heure il était aux avant-postes. Et là, évidemment, gros coup d'arrêt pour lui. Alors, David Green, il n'avait pas eu de chance le lendemain de la course de Daytona en Busch. Parce qu'il avait été donc à Cap Canaveral, hein, je vous avais raconté cette histoire. Et hélas, le report du décollage de la navette. Mais il a été invité pour le lundi après. Je suis pas sûr. Je crois qu'il rentrait en famille. Moi, j'avais compris qu'il me disait qu'il profitait de son déplacement en Floride pour aller voir, mais après, bon, il était chez lui. Ouais. Alors bon, affaire à suivre, mais c'est dommage. C'est vrai que ça doit être assez énervant d'aller à Cap Canaveral pour voir un décollage et de ne pas y assister. Parce que David Green, il réside dans le Kentucky. Oui. Si c'est un déplacement spécifique, évidemment. Ça fait un peu de route à faire pour juste voir la navette partir, mais enfin ça doit quand même être un spectacle à vivre. Et Boris Said, donc, qui pilote cette voiture numéro 9 engagée par Ray Evernham. On avait l'habitude plutôt de voir évidemment Kasey Kahne au volant de cette voiture. Et là c'est sympa de voir que Boris Said intègre un petit peu une nouvelle structure en Busch. Impact sur le côté et le devant de cette voiture, mais a priori rien de vraiment gênant pour le comportement général de la voiture. En tout cas, il va reprendre normalement sa position en piste juste après ce ravitaillement. Boris, ça traîne un petit peu à l'arrière gauche. Vous entendez le bruit des pistolets. C'est un bruit très spécifique que dans les tribunes de Daytona, on entend à 500 mètres. On croit que c'est par haut-parleur, pas du tout, on l'entend dans les tribunes. Vous voulez dire quand vous êtes dans quand vous êtes spectateur dans les tribunes et que vous assistez, oui, vous êtes spectateur à Daytona, vous assistez devant vous à un arrêt dans les stands, et bien même sans être en face de la voie des stands, quand vous êtes très décalé par rapport aux tribunes, parce que vous n'êtes pas obligé, hein, vous avez vu comme là on voit les tribunes, elles sont très amphithéâtre. Et bien vous entendez le bruit en son naturel, comme si pratiquement vous étiez à côté. Ce son, en tout cas à Daytona c'était le cas, ce son se propageait et j'allais dire se réverbérait. Je ne sais pas si c'est le terme exact, il y a des spécialistes peut-être de l'acoustique qui diraient mieux, mais www.motorstv.com, je vous jure que forum NASCAR, ça nous a surpris. On entend le son comme si c'était à côté de nous. Alors qu'on est dans les tribunes à plusieurs centaines de mètres de la voie des stands. Cela dit, c'est vrai que ces pistolets pneumatiques ont un son très très particulier. Mais sans doute que l'acoustique a été peut-être un petit peu étudiée aussi à Daytona pour qu'on puisse entendre ne serait-ce que les voitures sur l'intégralité des places assises.
Et donc peut-être que effectivement le son, il y a un phénomène de réverbération. Allez, on retrouve Reed Sorenson et Denny Hamlin en pleine bagarre. Intéressante hein, cette bagarre avec deux jeunes loups de la NASCAR. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il me semble que c'est pour la 3e place. Hein. Oui. En plus, c'est pas pour n'importe quelle place. Ce sont deux super pilotes, même si Reed Sorenson cette année restera. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Manu, comme un peu la déception de l'année. Il est vraiment, il n'a pas su continuer sur sa lancée de 2005. Et ce qui est plus étonnant d'ailleurs, c'est de voir qu'il n'est compétitif cette année que quand Casey Mears vient en NASCAR Busch, son coéquipier au sein de ce team Chip Ganassi avec la voiture numéro 42. Quand il y a les deux qui viennent courir la Busch, généralement les deux sont compétitifs. Oui. Par contre, quand Reed Sorenson vient tout seul, eh bien généralement il a beaucoup plus de mal. C'est une des rares fois ce soir où on le voit à pareille fête. Depuis le début de la saison, systématiquement il est aux alentours de la 15e, 16e place. Le meilleur exemple étant la 2e place son meilleur résultat de la saison qu'il a eu à Phoenix. Et bien ce jour-là, Casey Mears était là et lui a fait 9e. Oui, c'est vrai. Alors on retrouve Paul Ménard qui s'est donc décalé. Hein. Vous connaissez son histoire pour cette course. Et là, ça stagne un petit peu quand même dans le peloton. Il est derrière Bernie Lamar, le numéro 77. Il est coincé entre les rookies. Bernie Lamar devant, Todd Weaver et Mark McFarland derrière. Alors notez déjà que la semaine prochaine, oh là là, on se retrouve avec une nouvelle neutralisation. Et c'est Todd Weaver justement dont on parlait. Alors on en est à combien là? Au moins 15 neutralisation je pense. Hein. Ah oui, dans ces eaux-là. Ouais. Alors évidemment ce sont des petites neutralisations. John Wood, crevaison à l'avant-gauche, vraisemblablement pour lui. Il n'y a pas de big one, il n'y a pas de gros accidents, mais la figure suffit pour entraîner la neutralisation. Ça se passe là, effectivement. Ouais, pas parti tout seul. Todd Weaver un petit peu aidé par Mark McFarland. Sinon, j'allais vous dire que la semaine prochaine, on se retrouvera lundi soir pour la course de Gateway, qui elle aussi a lieu en fin d'après-midi. Donc on ne peut pas vous la présenter en direct sur Motors TV. Vous le savez, hein, on vous l'a déjà dit. Dès que l'horaire est favorable, c'est en direct. Mais les courses nocturnes ou semi-nocturnes aux États-Unis, on ne peut pas, hélas, vous les présenter en direct parce que ça correspond à un horaire d'au moins 2 ou 3 heures du matin en France. Même si on ne doute pas que certains passionnés seraient là avec nous pour suivre cette course au beau milieu de la nuit. Honnêtement, il y a quand même beaucoup de gens à déplacer et c'est pas facile. Franchement, hein, on fait notre maximum. Vous le savez, sur Motors TV, si on fait Le Mans en intégralité sur toute la semaine, on pourrait quand même faire évidemment une course NASCAR, mais ce serait pas rentable. Donc pardonnez-nous pour les quelques vrais mordus. C'est pas bien grave d'attendre deux petits jours et de voir ça, mais en tout cas, dès que c'est possible, bien évidemment, on vous présente la course en direct. Mike Wallace à la bagarre avec le numéro 59 de Stacy Compton. Lui aussi un petit peu transparent cette saison, Stacy Compton. Ah oui. Faut pas dire qu'il se singue. Ah, regardez, ça n'a pas duré longtemps ce restart. Et cette fois, c'est Ogi Vidovic qui est parti à la faute. Et nos confrères américains qui eux aussi constatent qu'on est parti pour peut-être battre le record de neutralisation. Et Walid Allenbach, le consultant, qui vient de dire mais y avait-il même besoin de faire un arrêt au stand? Parce que avec autant de tours au ralenti, ça se trouve on pouvait aller jusqu'au bout en ayant fait le plein dès le début. Et oui, parce que bien évidemment, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est une donnée stratégique et tactique à prendre en compte, évidemment, que c'est drapeau jaune, tout simplement parce que, bien évidemment, la voiture sous régime de drapeau jaune consomme 10 fois moins peut-être qu'elle ne consomme en temps normal, et donc, on essaye de gérer dans les équipes au mieux la consommation des voitures, et peut-être que finalement, avec autant de neutralisation, on aurait effectivement pu aller au bout sans s'arrêter du tout. Gros plan sur Kevin Harvick qui contrôle toujours la situation et puis en plus qui bénéficie, j'allais dire, d'une certaine protection. C'est peut-être pas le vrai terme pour Clint Bowyer, mais enfin, faut pas dire que Clint Bowyer soit très agressif derrière lui. Oh, ça s'arrange pas pour David Green. Ah bah cette fois c'est sans capot maintenant.
Alors on le fait repartir histoire de ne pas perdre un tour sans doute, mais il faudra quand même s'arrêter. Ah bah regardez oui, le capot. voilà l'explication du pourquoi il fallait enlever le capot, c'est qu'on y voit beaucoup moins bien dans cette situation. Alors là oui, c'est vrai que ça n'a pas dû être facile. Il est quand même parvenu à boucler un tour, rentrer au stand, alors que là vraiment c'est limite par vis-à-vis des repères sur le bord du mur, par la fenêtre avec le filet de protection qu'il a pu voir où il était sur le circuit et où était sa rentrée au stand. Alors l'actuel top 5 a ravitaillé au 80e tour. Seul Paul Ménard, dont vous l'a dit, s'était décalé au 103e, donc 23 tours plus tard. Mais il n'est toujours que 15e. On ne peut pas dire qu'il remonte beaucoup. Donc, bonne tactique a priori, plutôt pour les pilotes actuellement en tête. Ah, Manu, je vous laisse nous résumer les épisodes précédents. Il y en a eu. Oui, ça, il y en a eu. Dès le deuxième tour, avec cette figure libre pour Steve Wallace. Steve Wallace, on va le retrouver. Hein. On ne le retrouvera pas, mais il a fait une figure libre un tout petit peu plus tard. Ensuite, c'est Ricky Craven qui part à la faute. 92e tour, ce contact entre Gigi Ellie et Kyle Busch. Et nouveau drapeau jaune, évidemment. Vous voyez que tout le monde a un petit peu de mal à éviter l'accident derrière. Hein. Ensuite, John Andretti pousse très légèrement Ron Hornaday, mais ça suffit pour envoyer le pilote de la voiture numéro 33 dans le mur. Il va repartir. Au 114e tour, c'est Boris Said qui part à la faute, bien aidé, il faut le reconnaître, par Danny O'Quinn Jr. avec son numéro 50. Oh, on n'a pas tout vu. Ah non, on va dire les meilleurs drapeaux jaunes des 16 drapeaux jaunes que nous avons eu ce soir. Nous ne sommes plus qu'à 2 interruptions du record depuis 1984 et donc 18 drapeaux jaunes sur cette piste de Martinsville. Voilà, confirmation. Ce record. 18, on en est à 16. Et combien de tours reste-t-il d'ailleurs? Ouais, on a un peu perdu de vue cette notion. On va attendre le restart et le classement qui défile. Peut-être une petite cinquantaine. Il y a David Green qui va vouloir se... Oula, attention, mais... Ah, il va faire le Lucky Dog, mais alors attention, oui, peut-être que Bowyer l'a pas vu. Oui. Oui. Et bien sûr, là, nos amis américains qui font alors, la ce ne sont pas des vrais course. mécanos sur la piste. Hein. On avait été surpris la première fois, ça je m'en souviens, je le dis franchement. C'est donc à Pocono qu'on ira en Nextel le lendemain. Alors ça, c'est peut-être une petite déception. On ne vient pas à Pocono en Busch. Alors que c'est quand même un des plus beaux circuits américains, en pleine forêt, avec un circuit d'une longueur de 2,5 miles. C'est donc c'est le deuxième circuit le plus long après Talladega. Et puis alors surtout Pocono, vous savez, c'est une forme assez incroyable. C'est un véritable triangle pratiquement. D'aucuns d'ailleurs le considèrent comme un circuit routier. Parce que ça n'est pas vraiment un ovale en fait. C'est un triangle. Un triangle, c'est plus un triangle qu'un ovale quoi déjà. Donc vous voyez, c'est plutôt un circuit routier avec 3 virages à gauche en forme de triangle plutôt qu'un ovale. Plus pur peut-être. Ouais, donc un petit peu comme l'ovale du Lausitzring. Ah bah exactement, oui, très bien vu Manu, c'est ça. C'est la même forme pratiquement. Alors, ah oui, alors l'ovale du Lausitzring qui est triangulaire aussi d'ailleurs. Moi j'avoue que j'ai tendance à plus appeler ça le tri-ovale. Ouais, non, c'est vrai. Vraiment pur et dur que Daytona, qui pour moi est quand même on va sous vous forme dire d'ovale. que le tri-ovale en NASCAR, c'est l'ovale qui a une forme très particulière de D majuscule. On l'a déjà suffisamment expliqué, donc pas vraiment tri-ovale. Alors, Oui. C'est vrai que Pocono et Lausitzring, pour moi, c'est vraiment les tri-ovales purs. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas y aller parce que en plus cette course réserve souvent énormément de spectacles. La piste favorise, on va dire, les dépassements et pas mal de spectacles en piste. Là, vous savez, même Jeff Gordon a dit que les courses de Pocono en Excel sont trop longues. 500 miles, c'est parfois un petit peu procession. Et c'est vrai qu'en Busch, ce serait le format idéal. On ne cesse de le répéter, la NASCAR Busch, c'est des courses un peu sprint NASCAR. Division 1 bis, c'est vraiment le cocktail gagnant, c'est clair. Ah oui, c'est le meilleur format incontestablement, même pas seulement sur des courses comme Pocono, hein, même si aussi mythique soit le Daytona 500, c'est vrai que bon, il y a toute une partie d'attente un petit peu que le spectacle se passe, que on va dire la course se décante un petit peu pendant 300 tours à peu près, et pendant 300 tours on attend, et puis finalement voilà, dans les 200 derniers tours il se passe quelque chose, mais c'est vrai que c'est souvent des formats un petit peu, sans doute un petit peu trop longs. Ah ben, je l'avais dit tout à fait honnêtement à nos amis américains qui nous avaient reçus à Daytona, alors que l'on redétaille un petit peu les positions dans le peloton.
500 tours à Martinsville en Nextel, c'est peut-être quand même un peu long pour un public européen. Alors évidemment, on sait bien que là vous nous écoutez, nous Manu et moi les premiers, on est passionnés par la NASCAR. Mais 500 tours de Martinsville, franchement. Je suis pas sûr que nous on les suive. Hein. Oui, on les commente, d'accord, et nos confrères le font sans doute avec plaisir, bien évidemment. Mais à un moment donné, vous êtes spectateur, bon bah. Vous non, pouvez, voilà, c'est-à-dire un petit peu, j'allais dire un petit peu à l'image de la Formule 1. Je ne suis pas sûr qu'on, même aussi passionné soit-on. Je ne sais pas comment vous regardez les Grands Prix maintenant, Laurent Fresne, mais c'est vrai qu'assez souvent, en tout cas à une certaine période, c'était le départ, un petit point au milieu de la course et puis l'arrivée, et ça suffit, voir un résumé, ça suffit parce qu'il ne se passe pas énormément de choses, et c'est un peu malheureusement la même chose en Nextel de nos jours, même si le spectacle est là, mais le spectacle est là sur 100-150 tours. Alors si vous parlez du Grand Prix de France à Manicourt, par exemple, si vous êtes comme moi et si vous avez dit au bout de 300 mètres, Alonso n'a pas doublé Massa au départ, évidemment vous êtes dit, bon c'est peut-être fichu pour la victoire, hein, on est bien d'accord. Moi je Alors, sais pas, je trouve qu'Alonso a quand même récupéré la deuxième place après, mais c'est vrai que c'était fini pour aller chercher le baron rouge. Ah oui, ça c'est vrai. Mais d'ailleurs, si vous avez eu la chance de ne pas regarder le Grand Prix de Formule 1 de Manicourt, eh bien vous avez sans doute vu sur Motors TV trois superbes courses, parce que vraiment c'était 3 courses à ne pas rater, que ces courses de BTCC. On avait vraiment un plateau et une course vraiment, mais dans les 3 courses de BTCC étaient vraiment formidables. Si vous avez l'occasion de les revoir lors des rediffusions sur Motors TV, voilà, c'est vraiment de la course automobile. On va au contact, certes c'est un peu musclé, certes c'est un peu viril, c'est extrêmement stratégique, et là il y avait vraiment énormément de spectacles, et je vous cache pas que j'étais plutôt satisfait de devoir être en direct pour voir ces courses de BTCC plutôt qu'être chez moi à regarder le Grand Prix. Je sais pas si au choix j'aurais pas quand même regardé le BTCC. Alors, plusieurs choses à noter. Mon cher Manu, une nouvelle neutralisation, numéro 17, avec Kyle Busch impliqué. Et on a vu quand même une sorte d'attaque un peu bizarroïde de la part de Clint Bowyer, qui est parti d'un peu loin. Malgré tout, c'est vrai, Harvick était peut-être pas au mieux dans le virage, mais il y a eu contact entre les deux coéquipiers. À voir si la situation ne peut pas un petit peu se détériorer entre les deux. Ça serait quand même assez incroyable, mais malvenu certainement, mais à surveiller. Alors on est avec Darrell Waltrip, on s'accroche un petit peu avec Ron Hornaday. Ah bah oui. Ah, on s'est pas accroché, hein, je crois pas, il est parti tout seul. Ouais. Ron Hornaday. En tout cas derrière Kyle Busch, ça serait peut-être une conséquence de cela. Regardez, il y a vraiment là un peu 2 incidents séparés. Il y a Waltrip Hornaday d'un côté et Kyle Busch de l'autre, qui nous fait une belle figure. Ça fait 2 fois que Kyle Busch est impliqué dans quelque chose dans cette course. Et nous, ça va être pour la 3e fois que l'on va marquer une petite pause. Et on revient très vite pour les 31 derniers tours. A tout de suite. Retour à Martinsville pour les derniers tours, on l'espère, de cette 21e course de la saison 2006 de NASCAR Busch. Et toujours Kevin Harvick solidement accroché à sa position en tête de la course devant son coéquipier Clint Bowyer. Denny Hamlin, vous le voyez derrière le safety car, est revenu à la 3e place juste devant Reed Sorenson et Johnny Sauter. Encore un tour de neutralisation. Voici le chef d'équipe de Clint Bowyer. Oui, on reste assez raisonnable manifestement. Je suis pas sûr qu'on ait la volonté d'aller chercher Harvick. Évidemment, ils espèrent, hein, du côté des crew chiefs, que c'est la dernière neutralisation. La 17e du jour. C'est cela. Allez, c'est reparti. Ouais, Bowyer qui attaque immédiatement son leader Kevin Harvick. Oui, mais histoire de se protéger aussi de Hamlin, qui est assez agressif à l'extérieur. Ah ouais, mais la trajectoire extérieure n'est pas forcément la plus rapide, hein, sur ces virages. On n'est pas sur un ovale normal et il vient de s'en rendre compte, Denny Hamlin. Il s'est même retrouvé un instant sous la menace de Reed Sorenson. Ah, immédiatement, les deux Childress qui prennent une petite longueur d'avance sur Hamlin. Alors, on est à 25 tours de l'arrivée. À mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, LFB. Si Clint Bowyer parvient à passer maintenant, je ne pense pas que Harvick derrière aille le chercher. Il y a trop à perdre au championnat.
À l'inverse, s'il n'y va pas maintenant, je pense que ça va être difficile de y aller plus tard. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Alors il y a quand même un petit bobo à l'arrière de la voiture de Kevin Harvick. On se souvient du petit contact tout à l'heure avec Clint Bowyer. Eh, ça y est, nouveau record de neutralisation. Et c'est Darrell Waltrip qui... En tout cas, on égalise le... Oui, on en est à 18 là. Ouais, le précédent record. Et oui, et David Green, je suis surpris, il continue sans capot avant. C'est étonnant de voir les permis. Il y a longtemps officiels, qu'on n'avait pas vu cette situation. J'aurais eu tendance à dire que c'était pas possible. Eh bien, ça l'est. Alors, Darrell Waltrip, il y a été de sa petite figure. Voilà, record égalé, 18 neutralisations. On peut peut-être même faire mieux. Et c'est appréciable, la visière transparente. Oui, on voit les yeux du pilote, vous remarquerez sur les autres caméras embarquées, ça doit être le seul à avoir une visière transparente. Alors, qui a osé mettre dehors Darrell Waltrip? Est-ce qu'il y a un coupable? Oui, il y a un coupable. Il me semble que c'est un des phares sauteurs. Le 36, si je ne dis pas de bêtises, c'est Tim. Ouais. Parce qu'on imagine bien que Darrell Waltrip qui sort de sa retraite pour venir regoûter la NASCAR, bon, difficile pour les autres pilotes qui savent que Darrell Waltrip les commente chaque semaine, d'aller vouloir un peu l'embêter, quoi. Vous voulez dire qu'il serait susceptible de se venger derrière par médias interposés? En tout cas, j'imagine que tout le monde a plutôt envie de ne pas aller embêter Darrell Waltrip. Mais là, le contact a été inévitable. « 84 victoires en carrière pour Darrell Waltrip, qui pourtant, sachez-le, lorsqu'il est arrivé en Formule 1, j'allais dire, non, en NASCAR, était le prototype même du jeune pilote John Lourd dans Longue, qui venait donc défier Richard Petty et s'attaquer à Richard Petty aux États-Unis, alors que celui-ci était le roi déjà incontesté de la NASCAR. Effectivement, c'était pas le rôle facile. Et Darrell Waltrip, au début de sa carrière, alors que malgré tout le talent était d'évidence déjà là, eh bien, avait vraiment des anti-supporters, j'allais dire. Je ne sais pas si c'est correct ce que je dis, mais vous voyez, il se faisait siffler, on le détestait. Il représentait en fait la jeune garde qui voulait détrôner celle que tout le monde adorait. Et il a vraiment fallu attendre qu'à son tour, Darrell Waltrip acquiert cette légitimité, cette notoriété sur la longueur et cette crédibilité, ce succès pour qu'il soit à son tour une idole. Mais pendant longtemps, il n'a été vu que sous l'œil du détrôneur de l'idole principale, Richard Petty, et ça ne plaisait pas. Et à partir du moment donné où on s'est rendu compte que voilà, il avait effectivement fait son temps, il avait continué, il avait accumulé les titres, les victoires, lui-même était devenu une idole, et là il est devenu un personnage adoré. Et sa reconversion en consultanat n'a fait qu'accentuer la chose. C'est une voix maintenant populaire, c'est une voix fidèle de la NASCAR, c'est pratiquement même la voix de la NASCAR à la télévision. Et quand vous connaissez le rôle évidemment et le pouvoir de la télévision actuellement, c'est énorme. Et puis quand vous connaissez l'importance de la NASCAR aux États-Unis, alors que Clint Bowyer immédiatement sur ce restart essaye à nouveau d'aller récupérer la tête de course face à Kevin Harvick, mais à nouveau Kevin Harvick, et là il y a du métier. Vous avez vu comme immédiatement il a fermé la porte, et Bowyer derrière, eh bien ça sert à rien d'aller au contact, il sait qu'il ne passera pas. Voilà, et c'est surtout que s'il envoie Harvick à la faute, ça va faire mal. Il va y avoir un gros désordre dans l'équipe. Oui. Ça va moyennement le faire aussi. Il est possible de se faire un tout petit peu tirer les oreilles par Richard Childress. Alors, deux enjeux malgré tout dans ces 18 derniers tours. Un, va-t-on battre le record de neutralisation? Et deux, prie pour que non. Voilà. Et deux, est-ce qu'il n'y aurait pas malgré tout une dernière question à savoir, est-ce que Harvick va vraiment pouvoir résister? Ah bah voilà. Ah bah là on va y être. Alors la réponse à votre première question, c'est fait. Voilà. Et merci, on va peut-être attendre le prochain restart. On a vu que sur les restarts, Bowyer était mieux. Ouais. Mais on a l'impression que la voiture de Kevin Harvick est peut-être un tout petit peu loose. Très légèrement survireuse sur cette fin de course. Et bien voilà, c'est officiel. 19 neutralisations. Et bien, c'est un retour en fanfare à Martinsville après 12 ans d'absence. Et je crois qu'on aura un record ce soir. Oui, parce qu'en cumulé, on fera les comptes tout à l'heure, mais on se rapproche des 50 minutes cumulées sur 2 heures de course. C'est quand même assez incroyable. Mais il y a quelque chose comme 85 tours, je crois. Oui, voilà. Effectué sous drapeau jaune. Ce qui est quand même assez énorme sur 250 tours au programme. Ça fait un tiers, tout simplement. Et à chaque fois, c'est la même chose. On a vu ça 15 fois. Le contact, le tête à queue, neutralisation.
Et oui, mais en même temps, les officiels n'ont pas le choix. Hein. Ils peuvent pas se permettre de laisser sous drapeau vert, même pour juste un petit tête à queue, tout simplement parce que derrière, les autres voitures qui arrivent lancées n'ont plus du tout la place de passer. En tout cas, quand le tête à queue est en virage, et malheureusement, c'est ce moment-là que ça se passe. Alors, Harvick Bowyer, oui, l'enjeu il est là. Ça me fait penser un petit peu à Paul Menard hein, quand il est allé chercher sa victoire au restart. Ça patinait un petit peu, c'était pas lui le plus rapide. Et derrière, on s'impatientait un petit peu. Pas au point de pouvoir passer. Et donc, il devait absolument résister Menard, ce qu'il faisait un petit peu comme Harvick fait. Mais on n'évitait pas les contacts. Et là, c'est un peu la même chose. On n'a même pas évité un contact entre Bowyer et Harvick, les deux coéquipiers. Et oui, mais la différence, c'est qu'à ce moment-là, Paul Menard, son adversaire, c'était Denny Hamlin et pas Kevin Harvick. Voilà. D'ailleurs, il est là, hein, Denny Hamlin, vous le voyez, il est 3e. Alors, voici le nouveau chef d'équipe de Kevin Harvick. Enfin, pour 6 courses. Voilà, pour 6 courses, oui. Qui est du reste, je crois, son crew chief de Nextel. Oui, Clint est meilleur sur les 3-4 premiers tours après le restart. Il faut que Kevin soit vigilant. Mais bon, pour l'instant, c'est la position qui prime et Kevin est devant. Ils sont très confiants hein, du côté de chez Kevin Harvick. Oui. On a connu une perspective moins prometteuse hein, pour des équipes. Ça se présente bien. Donc si Kevin Harvick gagne, ce sera sa 21e. Oui, et cette saison, ça, 4e de la saison. Ouais. Et du coup, il deviendrait le pilote qui a le plus grand nombre de victoires cette saison avec 4, puisque Carl Edwards, pour l'instant, en a 3, tout comme lui. Derrière, il y a Jeff Burton qui a 2 succès. Et Denny Hamlin qui a 2 succès également. Sinon, on n'a que des uniques vainqueurs. Non des moindres. Je suis bien content que Kazimierz ait enfin gagné. C'est vous qui avez vécu ça. Oui, puis alors, Manu. vous avez raté. Ah oui. Parce qu'il faut revenir très vite hein, sur cette victoire de Kazimierz. Exceptionnelle victoire. Il est tombé en panne d'essence dans le dernier tour. C'est-à-dire qu'il fait son tour, il franchit le drapeau à damier et là il tombe en panne d'essence. Ah oui. Il n'a même pas. On a poussé la voiture jusqu'à Victory Lane. C'était un coup stratégique vraiment tenté in extremis et tout le monde était là. Il va tomber en panne d'essence, peut-être même avant de franchir la ligne. Et puis au final ça s'est vraiment fait. Mais dans le dernier tour, il a franchi la ligne avec 10 centilitres d'essence à bord. Enfin quelque chose de vraiment. C'était vraiment une victoire assez exceptionnelle, osée et avec la manière. Cette première victoire en NASCAR tout court hein, même tout à fait. pour Kazimierz en bouche comme en Nextel. Oui, en Nextel là il est plus loin du tout, mais ça ne veut pas encore sourire tout à fait. Ça a donc souri en bouche. Alors là au restart vous êtes comme moi sans doute, vous avez vu que jamais Bowyer n'avait été aussi peu dangereux alors que pourtant ça aurait dû être l'inverse. Et bien non, là on a peut-être entériné le résultat. Oh là là, attention derrière. Le petit contact entre Ashton Lewis Jr. avec son numéro 25 et le numéro 90 de Matt McCall. Il y avait Vidovic aussi. Alors est-ce qu'on va aller à la 20e neutralisation? 10 tours, ah oui c'est jouable. Regardez surtout si on continue de s'accrocher comme ça. Attention hein, parce que c'est Monsieur Waltrip que vous avez derrière vous messieurs. Alors Ashton Lewis a prié de pas trop en rajouter. Donc caméra embarquée. Il hésite un petit peu Ashton Lewis, mais non, il ne va pas y aller. On laisse passer Darrell Waltrip. Alors, est-ce que Clint Bowyer, à 9 tours de l'arrivée, va enfin porter une véritable attaque sur Kevin Harvick? Il en a porté des attaques, mais pas sur ce restart, depuis ce dernier restart. Ah, il est proche quand même. Mais de là tenter le diable, peut-être pas. À l'extérieur cette fois, non, je pense vraiment pas. À mon avis, maintenant, il est plus en phase de protection du numéro 1 de Richard Childress. Oui, c'est exactement ça. Ça revient plus à ça. On va dire, c'est un petit peu Michael Schumacher et Felipe Massa, hein, puisque vous parliez du Grand Prix de France tout à l'heure. Eh bien, nous avons Felipe Massa, alias Clint Bowyer, dans cette voiture numéro 2 qui protège son leader Kevin Harvick. Allez, ces derniers tours.
Attention derrière, hein, tout le monde n'est pas dans une situation de gestion de fin de course façon le Childress Racing. Ah, Paul Ménard, attention, le petit contact entre Mike Wallace et Jay Sauter. Il y a Ménard qui va essayer d'en profiter peut-être un peu derrière. Ah, il tient bien, il résiste bien Jay Sauter sur ce coup-là. Kevin Harvick qui reprend encore un tour à David Green. Ouais, c'est sûr maintenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez LFB, mais vraiment on voit bien Clint Bowyer qui suit tout bêtement le train de son leader d'écurie. Ouais, c'est figé, hein. J'en ai bien peur, même si c'est pas illogique. Et il ne restera plus que 3 tours au passage sur la ligne. Ce serait dommage qu'il y ait une petite dernière neutralisation qui vienne un petit peu briser le rythme final. En tout cas, c'est une véritable démonstration de la part du RCR, Richard Childress Racing. Ouais, ça va vraisemblablement être bon pour Kevin Harvick parce que vous le voyez derrière, il est de plus en plus proche Clint Bowyer, mais il n'attaque pas. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'ira pas chercher son leader naturel dans l'équipe, Richard Childress Racing. Drapeau blanc, dernier tour, Denny Hamlin hein, qui se maintient bien derrière, mais, mais lui aussi c'est un mur Denny devant Hamlin, lui. il a besoin de... de toute façon, il a besoin de points, Denny Hamlin, donc il va tranquillement assurer cette 3e place et c'est pas forcément mal joué de sa part. Hein. Et Carl Edwards, du championnat. il sera 6e. Hein. Il y aura... ça sera bon. Tout le monde s'est un petit peu placé. Et donc victoire. Ah, elle était pas annoncée, mais elle a vite été assez évidente. Victoire donc de Kevin Harvick qui assoit encore un petit peu plus son autorité sur cette NASCAR Busch version 2006. Ah, le 2e titre quand même se profile. Hein. Et donc c'est ça, 21e victoire NASCAR Busch. Ouh là là, attention, Kyle Busch qui fait le ménage. Pour Kevin Harvick. Il est au courant, Kyle Busch, que la course est finie? Oui, mais là, au niveau rythme, effectivement, il est arrivé. Il a poussé tout le monde et je ne sais pas s'il n'a pas voulu éjecter quelqu'un de la trajectoire. Allez, un petit burn pour célébrer donc ce 21e succès en NASCAR Busch qui lui permet de revenir au niveau de Dale Earnhardt Jr. et Harry Gant. Au niveau du classement, il est 7e donc dans cette liste des pilotes les plus victorieux en NASCAR Busch, au sommet de laquelle évidemment trône Mark Martin avec ses 47 succès. Oui, dont on attend d'ailleurs le retour en Busch. Hein. Ce serait sympa de revoir Mark Martin avant la fin de l'année. En tout cas, le vainqueur du jour, c'est bien lui, Kevin Harvick, plus que jamais patron de la discipline et qui n'a pas manqué de célébrer le retour de la Busch sur ce prestigieux circuit de Martinsville. Ah, Victor Hillen, vous voyez, c'est dans la voie des stands. Pas spécialement de lieu réservé. Évidemment, la joie pour Kevin Harvick qui remporte donc sa 4e victoire de la saison et assoit un petit peu plus sa domination au championnat. Allez, la réaction du vainqueur. Oui, c'était une course sympa. Fallait que je reste en bas pour les restarts. Il y a quelques-uns qui ont essayé d'aller me chercher, mais j'ai bien su résister. Il fallait bien protéger sa position sur la piste, c'était ça le secret. Et cette voiture a vraiment bien fonctionné. Pourtant, elle était sur virage cette voiture dans les virages. Pas évident aussi au niveau freinage et équilibre. Mais bon, ça s'est bien passé, c'est une bonne journée. Et voici le trophée, aussi surprenant que ça puisse paraître. Magnifique. Oui, c'est en effet une véritable horloge que la famille Harvick va ramener à la maison. Alors Kevin Harvick, où c'est qu'il réside déjà? Je vais tout vous dire. Il réside Californie, à Bakersfield, en Californie. Ah, c'est pas tout près quand même. Hein. C'est même de l'autre côté. J'espère que l'horloge va supporter le voyage. En tout cas, il a mis les pendules à l'heure. Hein, Kevin bien. Harvick. Ah, excellent. Merci bien. Et un petit salut à Patrick Ruvet, évidemment qui nous écoute. Ah, finalement, le retour de vacances, ça se passe mieux que je pensais. Clint Bowyer, 2e.
Alors, comment ça s'est passé en piste? Bah, vous savez, on est coéquipiers, tout est dit. Hein. Voilà, on a l'explication claire, nette, précise, concise, on avait bien vu. La raison l'a emporté. La raison de la raison pour Clint Bowyer. On avait vraiment deux voitures qui ont dominé toutes les autres, donc il fallait rester groupé. Ah, il s'est pas attardé quand même pour l'interview, mais bon, allez, il l'a joué corporate, mais peut-être. Je suis pas sûr que ça lui ait énormément. Il est peut-être un peu déçu quand même. Paul Menard seulement 12e, il a gagné que 3 places. Vous vous rendez compte la dernière fois qu'on avait eu le pointage de Paul Menard, c'était bien la peine de se décaler. Allez, on va faire un petit point rapide sur le championnat, alors que 28e place seulement à l'arrivée pour Darrell Waltrip. C'est pas si mal. On pourrait espérer mieux, mais enfin, je vous rappelle que ça faisait quand même 11 ans qu'il n'était pas monté dans une voiture de NASCAR Busch. Alors au classement, évidemment, Kevin Harvick au classement du championnat reprend encore un petit peu d'avance, 40 points maintenant devant Carl Edwards, il a 348 points. Par contre, c'est de plus en plus serré derrière. Clint Bowyer 402 points de retard sur Kevin Harvick, Denny Hamlin 450 points. Salut à tous, on se retrouve la semaine prochaine à Gateway. Salut!